Je me présente, moi je suis Mélanie Bourassa-Fortier, je suis fellow ici au Cyrano, je suis professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke, directrice des programmes de maîtrise en droit et politique de la santé et responsable des programmes de droit et sciences de la vie à l'université. Et ma collègue qui était à Sherbrooke jusqu'à très récemment nous a laissé tomber. Pour de meilleurs auspices. Non, que simplement au niveau du lieu géographique, du milieu géographique. Donc, Anne-Marie Savard, professeure aussi agrégée, qui enseigne aussi le droit de la santé. Je peux te laisser te présenter plus amplement. Merci, c'est gentil, Mélanie. Merci beaucoup. Donc, bien heureuse d'être parmi vous. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui, de faire cette conférence sur un sujet qui nous tient à cœur. Je pense que Mélanie va contextualiser comment ça s'est passé, pourquoi on s'est mis à travailler sur ce sujet. Donc, je suis Anne-Marie Savard. Effectivement, j'ai été professeure en droit et politique de la santé pendant 7 ans à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne aussi le droit des personnes et le droit de la famille. Donc, j'origine du droit privé, mais je migre un peu parfois dans le droit public, donc de la santé. Je suis donc maintenant professeure agrégée à l'Université Laval, étant donné que l'Université Laval souhaitait un peu ouvrir le créneau, donner une voix donc à la faculté de droit en matière de droit et politique de la santé. Et donc, j'ai laissé des collègues et des amis, mais bon, on garde toujours ces liens-là pour travailler ensemble et faire d'autres choses. Donc, voilà, alors je tiens à préciser que je les ai quittés parce que j'habite à Québec. Donc, je faisais les allers-retours à Sherbrooke, ce qui est un petit peu problématique quand on a une famille qui habite là-bas. Voilà. Et on est accompagné aujourd'hui de deux de nos collègues qui sont avocates. Sarah, es-tu avocate? Pas encore. Bientôt, très bientôt, en stage en cabinet d'avocat. Il s'agit de Sarah Kane et de Hélène Beauséjour-Gagné, deux anciennes étudiantes inscrites à la maîtrise de droit et politique de la santé qui ont travaillé avec nous pour la préparation de cet ouvrage que vous voyez à l'arrière. Qui s'appelle « L'encadrement juridique du panier public de services de santé et de services sociaux ». C'est un ouvrage, en fait, qui résulte d'un projet de recherche qu'on a réalisé pour le commissaire à la santé et au bien-être dans le cadre de leur rapport qui a été publié récemment. Et d'ailleurs, on a des gens ici qui ont bien voulu assister à notre conférence aujourd'hui, qui travaillent avec le commissaire à la santé qui va malheureusement très bientôt disparaître pour de bon. Et donc, le rapport a été publié, si je ne me trompe pas, ça fait un mois à peu près. C'est au mois de novembre, oui, c'est début novembre. En octobre. Ah, en octobre. Oui, c'est 6 octobre. Donc, l'objectif, notre mandat, en fait, était vraiment de circonscrire l'encadrement juridique qui est propre au panier de services de santé et de services sociaux. C'est vraiment d'expliquer aux lecteurs comment ça fonctionne, l'offre de services de santé et de services sociaux au Québec, qu'est-ce qui est considéré comme assuré en vertu d'une loi sur les assurances, si on veut, la loi sur l'assurance maladie, loi sur l'assurance hospitalisation, loi sur l'assurance médicaments, et qu'est-ce qui est couvert, mais qui n'est pas nécessairement considéré comme assuré, mais qui est couvert parce que le ministre a mis en place des enveloppes, par exemple, budgétaires appropriées pour certains programmes services. Et c'est ce qui fait qu'on a accès ici au Québec à des services qui ne sont pas considérés comme nécessairement des services assurés, mais c'est des services qui font partie du panier de services. Donc, notre mandat, c'était vraiment d'expliquer, l'origine de notre panier de services tel que nous le connaissons. Qu'est-ce que c'est l'attitude qui nous est donnée pour pouvoir le modifier si on considère qu'il est trop restreint ou trop élargi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on peut faire en vertu de notre droit ici, ainsi que du droit fédéral, et on va en parler aujourd'hui, en fait, ça sera l'objet de notre conférence. Qu'est-ce qui fait que on va déterminer que certains services médicaux sont remboursés au Québec alors que d'autres ne le sont pas? Qu'est-ce que c'est les critères décisionnels qui seront pris en compte? Qui établit ces critères décisionnels-là? Qui peut y participer à cette prise de décision? C'est ce qu'on a regardé dans le cadre de notre projet de recherche.
Et c'est aussi ce dont on va vous parler aujourd'hui, qui est finalement l'objet de notre conférence, c'est de vous présenter l'encadrement de notre panier de services. Il y a certains services qu'on a décidé d'exclure pour les fins de la présentation aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont on pourrait parler, mais on devait circonscrire notre présentation. Par contre, si vous avez des questions, si vous travaillez dans un domaine particulier et que vous vous demandez pourquoi ça c'est couvert ou ça c'est pas couvert et que nous ne l'avons pas abordé, soyez vraiment à l'aise de poser la question. Donc, d'abord et avant tout, on va bien circonscrire l'encadrement juridique de notre panier de services pour après s'en aller vers une discussion sur la décision d'inclure ou de ne pas inclure un service dans ce panier-là, à qui elle appartient, qui a un pouvoir d'influence ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on veut, dans le futur, avoir un panier de services qui correspond véritablement aux besoins contemporains de la population. Et en fait, on vous utilise un peu aujourd'hui parce que notre objectif, c'est d'avoir cette discussion-là avec vous parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Il y a des choses qu'on voudrait faire, mais on ne sait pas comment le faire nécessairement. Donc, c'est pour ça que cette conférence-là, on l'utilise un peu pour générer une discussion puis une réflexion qui n'a jamais vraiment été entreprise ici au Québec sur le sujet. Ah oui, peut-être un petit élément. Patrick Molinari, que vous connaissez possiblement, a rédigé la préface de notre livre. Donc, il est bien au courant de cet ouvrage et nous tenons à le remercier, bien qu'il ne pouvait être ici aujourd'hui pour finalement ses conseils qu'il nous partage de façon généreuse et de façon continuelle. Donc, on tient à le remercier. Alors, Anne-Marie, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Donc, voilà, j'ajouterais peut-être simplement que dans l'ouvrage, il y a également une section, la dernière partie, qui concerne un peu le droit comparé, c'est-à-dire qu'il y a certaines juridictions qui ont été étudiées, dont, justement, en fait, surtout principalement l'encadrement juridique du panier de services au sein de chacune de ces juridictions-là. C'est sûr qu'on le fait de manière relativement sommaire parce que on pourrait publier un ouvrage entier, finalement, sur cela. Mais l'idée était de surtout cerner les principales juridictions qui se sont attardées à mettre en place des solutions innovantes, justement, en matière de couverture juridique sur le plan du panier de services et éventuellement de s'en inspirer. On pense, par exemple, bien évidemment, il faut cerner des systèmes juridiques qui ont un encadrement, public, éventuellement une couverture publique. Donc, on pense par exemple au Royaume-Uni, mais aussi à des juridictions auxquelles on ne penserait peut-être pas, comme Israël, qui ont mis en place donc un système assez intéressant là, concernant surtout le processus décisionnel et les critères décisionnels en matière de couverture publique. Donc, nous pourrons peut-être en reparler lors de la discussion. Donc, évidemment, lorsque on commence justement à parler de l'encadrement juridique du panier de services, on ne pourrait pas passer sous silence, bien sûr, la fameuse loi canadienne sur la santé dont on parle beaucoup, notamment en ce moment, étant donné qu'il y a eu des négociations là, entre le fédéral et les provinces quant justement aux transferts fédéraux. Donc, simplement rappeler que la loi canadienne sur la santé est une loi qui a été adoptée le 1er avril 1984. C'est une loi qui en fait, faisait la fusion de deux anciennes lois fédérales également, c'est-à-dire la loi sur l'assurance hospitalisation et les services diagnostiques de 1957 et la loi sur les services médicaux de 1966. Donc, c'est une jonction de ces deux lois-là. C'est une loi qui, comme vous le savez très certainement, prévoit donc des transferts fédéraux, donc des transferts du fédéral aux provinces qui décident d'instaurer, de mettre en place des régimes d'assurance santé qui, évidemment, sont conformes aux conditions qui sont énoncées dans la Loi canadienne sur la santé. Donc, la Loi canadienne sur la santé, c'est essentiellement ce qu'on appelle une loi, je cherche le mot, une loi fiscale ou une loi de financement des services de santé qui repose principalement sur la théorie constitutionnelle du pouvoir de dépenser. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé au fil des ans depuis la promulgation de la loi constitutionnelle de 1866, que la santé, même si elle n'est pas nommée dans les objets de compétences législatives, qu'elle relève quand même la santé du champ de compétences provincial. Donc, ce sont les provinces qui ont la compétence législative pour légiférer, pour organiser leur système de santé. Pourquoi donc une loi canadienne sur la santé? Bien, comme je viens de le dire, c'est en vertu du pouvoir fédéral de dépenser que il est possible pour, justement, le fédéral, non pas d'imposer des conditions, mais de prévoir, justement, le transfert fédéral, donc des fonds. Mais ce faisant, évidemment, elle souhaite encadrer les systèmes qui recevront, donc, l'argent et donc, oui,
je dirais indirectement, la loi fédérale oriente finalement les grands principes finalement des systèmes provinciaux. Évidemment, au fil du temps, la part de transfert fédéral a beaucoup diminué. Là. Au début, dans les années 60, c'était à hauteur environ de 50 %, c'est-à-dire que le fédéral contribuait à 50 % sur la part totale du financement donc des systèmes. On est rendu à hauteur environ de 18-19 %. Mais malgré tout, les provinces n'ont pas le loisir et ne peuvent pas se passer de cet argent-là. Donc, quelles sont justement les conditions? On ne s'attardera pas sur chacune d'entre elles parce qu'on pourrait passer justement juste 3 heures sur les conditions. Celle qui va nous intéresser principalement, c'est l'intégralité. Mais peut-être passer en revue là, rapidement quelles sont justement ces 5 conditions-là. Donc, la loi canadienne sur la santé prévoit la première condition, c'est la gestion publique. Donc, que chaque système provincial mette en place une gestion sans but lucratif, donc par une autorité publique qui est nommée ou désignée par la province. En l'occurrence, chez nous, c'est évidemment la Régie de l'assurance maladie du Québec. L'intégralité, on va y revenir dans quelques instants. L'universalité, qu'est-ce que c'est que l'universalité? C'est que les régimes provinciaux, donc qui désirent obtenir les fonds fédéraux, doivent mettre en place un système qui offre la même protection à tous les citoyens, donc sans aucune exception, et selon des modalités uniformes. Donc, on est vraiment, lorsqu'on parle du système, d'un système universel, d'un système qui est davantage inspiré des modèles beveridgiens et non pas bismarckiens, comme par exemple l'assurance médicaments où chaque contribuable va contribuer différemment en fonction des revenus, en fonction de son emploi, etc. Donc, l'universalité, c'est vraiment un régime qui met en place une assurance et qui s'offre, en fait, selon les mêmes conditions pour tous les citoyens. Ça, c'est l'universalité. La transférabilité, c'est la possibilité pour un résident d'une province du Canada d'obtenir finalement les mêmes services, peu importe s'il se promène finalement en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est la condition de la transférabilité. Et finalement, l'accessibilité, ça signifie bien sûr que les régimes provinciaux ne doivent pas mettre ou imposer d'obstacles, notamment financiers, pour que les citoyens puissent obtenir des services de santé, des services sociaux. Donc, interdiction dans la loi canadienne sur la santé du ticket modérateur, mais aussi de la surfacturation par les médecins. Ça aussi, on pourrait bien sûr en parler abondamment, notamment avec toute la saga autour des frais accessoires. On pourra y revenir. On espère que c'est relativement terminé, cette saga. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Mais ça démontre aussi toute cette sensibilité qu'ont les provinces, finalement, à l'égard de la loi canadienne sur la santé, une loi donc qui est fédérale, qui vient dicter des conditions, mais ça ne fait pas toujours l'affaire des provinces, notamment lorsque certains établissements ou des médecins ne respectent pas donc les conditions au sein de la loi canadienne sur la santé. Condition d'intégralité, donc c'est la condition qui intéresse le plus notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a l'article 9 de la loi canadienne sur la santé. Donc, ça suppose qu'au titre, et je vais les lire avec vous parce que je pense que c'est important, ça suppose qu'au titre du régime provincial d'assurance santé, tous les services de santé assurés, évidemment tels que définis dans la loi, on va le voir dans quelques instants, fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes, soient assurés. Donc, assurés par qui? Bien, par l'État ici. Et lorsque la loi de la province le permet, les services semblables ou additionnels fournis par les autres professionnels de la santé. Donc, pardon, ça, c'est la condition la plus importante en matière de famille. Donc, maintenant, la loi canadienne sur la santé offre plusieurs définitions parce que c'est bien beau de parler des services de santé assurés qui doivent être assurés, mais de quels services parle-t-on? Donc, on a la définition des services de santé assurés qui sont des services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire fournis aux assurés, à l'exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d'une autre loi fédérale, etc. Ça, c'est la définition, donc, des services de santé qui doivent être assurés. Bon, là, Yannick tenait à ce qu'on mette la définition des services hospitaliers. Bravo, parce qu'on ne voit absolument rien. Mais je pense que l'idée ici, bien, je vais vous lire au moins le premier alinéa, parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi, parce que la loi canadienne sur la santé, elle oriente tellement, comme on le disait tout à l'heure, les principes de nos systèmes d'assurance santé provinciaux que si on ne se réfère pas aux définitions, on ne peut pas comprendre pourquoi on est un peu pris dans cet engrenage-là. Donc, services hospitaliers, des services fournis dans un hôpital, bon, déjà, il y aurait aussi une autre définition aussi,
aux malades hospitalisés ou externes si ces services sont médicalement nécessaires. Évidemment, ça, c'est une expression dont vous avez entendu parler, qui est fondamentale au sein de la loi canadienne sur la santé, qui est reprise également par nos lois provinciales d'assurance maladie, d'assurance hospitalisation, en des termes un peu différents. Ici, on parle de requis au point de vue médical chez nous. Donc, médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités à savoir. Donc là, il y a toute une énumération des services qui sont offerts en centre hospitalier et qui doivent être assurés donc par l'État. Ici, c'est ce qu'on peut appeler une liste positive, c'est-à-dire que ce sont tous les services qui sont énumérés, c'est une liste qui est exhaustive et ces services-là, donc, doivent l'être. Tandis que lorsqu'on parle de la définition des services médicaux, oui, tu avais quelque chose à dire. Juste pour revenir, parce que c'est vraiment capital, cette définition, je pense, en fait, parce que vous allez comprendre tout le reste de la présentation pour ceux qui sont peut-être et celles qui sont peut-être moins familiers. Anne-Marie l'a mentionné, le médicalement nécessaire, il faut le retenir. Parce que ce qui peut être considéré par une personne comme médicalement nécessaire peut certainement être perçu d'une façon différente par une autre personne. Donc, ça, il faut garder ça en tête. Qu'est-ce qui est médicalement nécessaire? Une province peut décider de déterminer que les services A à Z sont médicalement nécessaires et assurés, alors qu'une autre province peut déterminer que c'est d'autres services qui sont médicalement nécessaires et on se retrouve avec des paniers de services qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'une province à l'autre. Tu vas y revenir là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. C'est juste qu'il faut vraiment garder en tête. Puis, juste parmi les éléments qui sont là, on mentionne les services infirmiers. Les services infirmiers dans le contexte dans le contexte où ils sont offerts dans un hôpital. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. Ben oui, donc, c'est pour ça que c'est peut-être différent quand on est dans le milieu ambulatoire et on va le voir. Les médicaments, les produits pharmaceutiques, c'est la même chose. Vous êtes à l'hôpital, vous obtenez un médicament, vous ne payez pas parce que c'est requis par la loi canadienne sur la santé. C'est un service pharmaceutique ou un produit pharmaceutique qui est offert au sein d'un hôpital. Par contre, je reviens aux médicaments nécessaires. L'hôpital pourrait bien déterminer que certains médicaments ne sont pas comme médicaments nécessaires. Parce que c'est peut-être des médicaments qui ne sont pas des médicaments de base, mais qui peut-être font en sorte qu'il y a moins d'effets secondaires. Donc, on offre le médicament de base, qui est le médicament nécessaire, mais les autres médicaments ne seront pas nécessairement. On pourrait parler voyons, j'ai des prothèses prothèses oculaires, merci. On peut avoir une prothèse oculaire de base qui nous est fournie au sein de l'hôpital, mais si on veut la prothèse qui ne crée pas d'inconfort, comme on considère qu'on n'est pas nécessairement dans le médicament nécessaire, l'hôpital pourra nous facturer. OK? Donc, je vais juste réellement insister parce que tout le reste est attaché à ça au niveau de la compensation. En fait, c'est de dire, en fin de compte, que le lieu de dispensation des soins ici est capital. C'est que tout ce qu'on obtient dans un établissement hospitalier, dans un hôpital, doit être défrayé par l'État. Donc, c'est là qu'on dit que les infirmières, mais aussi les préposés aux bénéficiaires, tout ça, tous les services des professionnels qui ne seront pas nécessairement remboursés en ambulatoire doivent l'être obligatoirement tant que ça rencontre la condition du médicalement nécessaire, effectivement. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut se poser la question, puis je pense que ça, on est là-dedans. Là. Est-ce que c'est encore justifié aujourd'hui dans notre société actuelle et selon les problématiques de santé qu'on a, de plus en plus de maladies chroniques, que tous les services en centre hospitalier soient défrayés, mais pas en ambulatoire, alors que le suivi de maladies chroniques requiert évidemment de l'intervention de plusieurs professionnels, hein, des nutritionnistes, des infirmières, des médecins, mais aussi des travailleurs sociaux, etc. Donc, on y reviendra là-dessus, mais ça, c'est évidemment capital. Les services médicaux, selon la définition de la loi canadienne sur la santé, sont aussi des services médicalement nécessaires fournis par un médecin. Donc, évidemment, hein, on peut penser à des services médicalement nécessaires qui ne seraient pas nécessairement fournis par un médecin. Or, la loi canadienne sur la santé n'exige de la part des provinces que le défraiement, enfin, la couverture publique de ces services qui sont médicalement nécessaires, mais fournis par un médecin. Bon, les services de chirurgie dentaire, ce sont des actes de chirurgie dentaire nécessaires sur le plan médical ou dentaire accomplis par un dentiste dans un hôpital
et qui ne peuvent être accomplis comptablement qu'en un tel établissement. Donc, on verra que pour tout ce qui est, tout à l'heure on en parlera, pour toute la couverture des services dentaires, là, proprement parlé, ou généraux, évidemment, n'entrent pas dans cette définition-là et font plutôt partie des services complémentaires qui sont laissés à la discrétion de l'État en fonction, évidemment, des ressources, mais aussi du contexte politique. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de ça, évidemment, on aurait pu en parler encore plus, mais on a d'autres choses à dire, c'est qu'en vertu de la loi canadienne sur la santé, comme on vient de le voir, tous les services hospitaliers, tous les services médicaux qui sont médicalement nécessaires doivent obligatoirement être défrayés par l'État. Non pas dispensés par l'État, parce que bien sûr, il y a aussi des services privés, notamment les cabinets privés de médecins, mais ces services-là doivent être donc payés par l'État. Et comme Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, et elle va enchaîner aussi avec ça, il appartient toutefois aux provinces de déterminer qu'est-ce qui entre justement dans, qu'est-ce qui est couvert par cette définition de services médicalement nécessaires ou encore de services requis sur le plan médical. Donc, on en est rendu là de prendre la relève. Non, ça, tu ne veux pas le faire, hein? Non, mais comment ça? C'est croche de même? Ben oui, c'est ça, c'est bizarre, hein? C'est curieux, ça allait super bien. Ben oui. Est-ce que ça vous incommode? Parce que tantôt, ça fonctionnait. Ben je oui, comprends pas ce qui se passe. Très curieux. Ouais. OK. Non, c'est tu peux le prendre. OK, moi, parfait. Ben, c'est ça. Ben, ça revient à ce que tu viens de Ben, dire. c'est En ça, fait, c'est exactement ça. Non, non, c'est ça. C'est que dans le fond, Parce que je pensais que je voulais faire comment? Non, j'étais là. Et ici, on vous met juste une petite décision, en fait, une décision assez importante, finalement, C'est un extrait. sur laquelle on s'appuie toujours lorsqu'on veut déterminer dans quelle mesure. Vous avez sûrement vu dans les médias des interventions à l'effet que, par exemple, il y a un moment donné, un parti politique qui proposait de mettre en place un ticket modérateur. Ou encore avec toute la question des frais accessoires. Puis souvent, dans les médias, ça sort comme si cette volonté-là était inconstitutionnelle et qu'elle était illégale. Et donc, c'est pas une bonne façon de représenter les choses parce que, comme Anne-Marie mentionnait, et la décision ici le confirme, vraiment, la loi canadienne sur la santé, ce que ça dit, c'est que les provinces doivent respecter les conditions si elles veulent bénéficier du financement fédéral. Elles peuvent très bien décider demain de mettre un ticket modérateur, de privatiser des services que nous, on considère comme médicalement nécessaires, mais la conséquence de ça, c'est qu'on n'aura plus de financement de la part du gouvernement fédéral. Mm-hmm. Donc, on n'est pas légalement lié par cette loi, mais on est, si l'on veut, contractuellement lié à cette loi. Donc ça, c'est une subtilité juridique qui pour nous achale à chaque fois quand on oublie l'affaire dans les médias, mais je pense que c'est important de la garder en tête. Peut-être, pardon, juste une petite précision. Ça veut dire deux choses aussi. Ça veut dire que, par exemple, un groupe collectif ne pourrait pas entreprendre un recours sur la base, justement, que, ne couvrant pas tel service, la province est en illégalité, comme tu le disais, par rapport à la loi canadienne sur la santé. Par contre, si la province décide d'intégrer dans son corpus législatif des dispositions semblables, puis c'est ce qu'on a fait, nous, au Québec, c'est-à-dire dans la loi sur l'assurance maladie, loi sur l'assurance hospitalisation, loi sur l'assurance médicaments, mais des dispositions qui reviennent aux mêmes. Là, par contre, évidemment, une personne ou un groupe collectif pourrait entreprendre un recours en disant, vous dites que vous couvrez, la loi sur l'assurance maladie couvre tous les services médicalement nécessaires, mais or, vous ne le faites pas. Puis là, c'est à eux de présenter une preuve en disant, c'est reconnu comme étant médicalement nécessaire, mais ce n'est pas en vertu de la loi canadienne sur la santé, puisque ce n'est pas une loi qui a une valeur constitutionnelle ou même supralégislative. Ceci dit, si il advenait que des gens n'aient pas accès à certains services et que ça ait un impact sur leur sécurité, par exemple, là, il existe toujours un recours en vertu des chartes pour le respect de droits fondamentaux. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. Et si on se promène d'une province à l'autre, on a droit aux services assurés par la province. Oui. Même si on vient d'une province qui est plus généreuse, dans la province où on se trouve à ce moment-là, on est restreint aux services locaux. Par le lieu d'où on réside à ce moment-là. Oui, tout à fait.
Oui et non. Oui, effectivement, mais il y a beaucoup d'ententes. À cause de la condition de transférabilité de la loi canadienne, les provinces doivent conclure des ententes entre elles, ce qui fait en sorte que, normalement, on devrait avoir accès aux services auxquels on a droit chez nous. Mais il y a un mécanisme qui existe pour nous faire la demande de remboursement auprès de la RAMQ si on a dû défrayer pour un service, parce que les ententes diffèrent. On peut être appelé à payer là-bas pour le service et à demander un remboursement, ou on peut obtenir le service selon l'entente qui est conclue. Et là, si on doit demander un remboursement à la RAMQ, il y a des balises. Et c'est possible qu'on ait à payer la différence entre le coût du service et ce que la RAMQ rembourse à ce moment-là. Donc, comprendre le panier de services à la lumière de la loi canadienne sur la santé. Donc, la loi canadienne nous dit que tous les services qui sont considérés comme assurés par les provinces doivent être assurés. Donc, il faut comprendre que les provinces ont une certaine latitude de déterminer quels sont les services qui sont assurés. À partir du moment où on en fait la liste, eh bien, à ce moment-là, elles ont l'obligation de les rendre accessibles et de les couvrir de façon universelle. Ça se traduit, ça, chez nous, dans l'adoption, en fait, ça s'est traduit dans l'adoption de la loi sur l'assurance hospitalisation, qui prévoit que tous les services qui sont médicalement nécessaires et qui sont offerts au sein des hôpitaux sont inclus dans notre panier de services. Donc, on est collé là sur la loi canadienne sur la santé. La loi sur l'assurance maladie a aussi découlé finalement des discussions relatives à la loi canadienne sur la santé. Donc, elle prévoit que tous les services qui sont considérés comme médicalement requis, comme Marie mentionnait, dans la loi canadienne, on parle de médicaments nécessaires. On reprend cette expression-là dans la loi sur l'assurance hospitalisation, mais quand on arrive à la loi sur l'assurance maladie, là, on utilise plus l'expression requis d'un point de vue médical. Donc, tous les services qui sont considérés comme étant requis d'un point de vue médical et qui sont offerts par des médecins qui sont participants au régime d'assurance maladie sont des services qui seront assurés selon la loi sur l'assurance maladie. Un médecin participant, c'est un médecin qui finalement est lié à l'entente qui a été conclue entre le ministre de la Santé et sa fédération. Donc, la Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des médecins praticiens négocie une entente avec le ministre et à partir, on assume de facto que tous les médecins participent à cette entente-là, à moins qu'ils demandent à en être exclus. Donc, ces médecins sont liés par la loi sur l'assurance maladie et ils ne peuvent donc pas facturer pour un service qui est considéré comme assuré en vertu de la loi sur l'assurance maladie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas facturer pour un service qui n'est pas assuré, comme par exemple un service de chirurgie esthétique qui est requis d'un point de vue médical, pourra être effectué par un médecin qui est spécialisé dans le domaine de la chirurgie esthétique, et ce même médecin-là pourra offrir aussi des implants mammaires pour des fins esthétiques, et il pourra à ce moment-là facturer. Donc, ça ne veut pas dire que son revenu va provenir qu'exclusivement de la RAMQ. Les médecins participants, par ailleurs, eux, évidemment, peuvent facturer pour tous les services parce qu'ils sont à ce moment-là, parce que tous les services sont considérés comme non assurés en vertu de la loi sur l'assurance maladie parce que c'est des médecins non participants. Et c'est prévu dans la loi qu'on ne peut pas avoir d'assurance, nous, comme citoyens, pour pouvoir payer ces services-là qui nous sont offerts par un médecin non participant à l'exclusion de certains services de chirurgie qui sont maintenant possibles. Depuis l'affaire Shaoli. Depuis l'affaire Shaoli. Par ailleurs, le gouvernement a déterminé que certains services que nous pourrions considérer comme médicalement nécessaires ne sont pas assurés. Et ça, c'est spécifiquement indiqué dans un règlement qui est associé à la loi sur l'assurance maladie. Et par exemple, les services, à l'heure actuelle, ça risque de changer avec les supercliniques, les services de diagnostic. Par exemple, ou les services de diagnostic, disons ça comme ça, mais là, je vais préciser. Par exemple, tout ce qui est prise de sang ou imagerie comme IRM qu'on voudrait obtenir en clinique sont considérés comme des services non assurés. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une assurance privée pour les obtenir ou on doit payer de notre poche. Par contre, si on va à l'hôpital, à ce moment-là, rappelez-vous que tout ce qui est offert dans l'hôpital comme service et qui est considéré comme médicament nécessaire
est couvert. Donc, la prise de sang, le service d'imagerie, je l'ai de façon gratuite, entre guillemets. En fait, c'est assuré. OK? Donc, c'est ce qui fait que, présentement, on pousse beaucoup de gens vers les hôpitaux pour ce type de service-là. Certains services aussi sont considérés comme assurés dans la loi, alors qu'on pourrait déterminer qu'ils ne sont pas médicalement nécessaires. Puis là, c'est encore une question d'opinion. Par exemple, tout ce qui est, vous avez sûrement entendu tous les débats liés à la vasectomie. Est-ce qu'on inclut ou on exclut la vasectomie? Présentement, c'est dans notre panier de services. Donc, c'est un service qui est plus de planification familiale qu'on pourrait ne pas voir comme étant un service médicalement requis. Donc, oui? Je tourne tes pages, hein, je m'excuse. Donc, si je continue avec la compréhension, donc là, nous savons qu'on a la loi sur l'assurance maladie qui couvre les services offerts par un médecin dans une clinique, la loi sur l'assurance hospitalisation qui couvre les services offerts au sein de l'hôpital, mais qu'en est-il des autres services? Qu'en est-il des médicaments? Eh bien, pour les médicaments, on a adopté la loi sur l'assurance médicaments en 1997. Donc, cette loi-là crée un autre système d'assurance, si l'on veut. C'est un système d'assurance qui est universel et obligatoire, mais hybride. Contrairement à la loi sur l'assurance maladie, à la loi sur l'assurance hospitalisation, c'est prévu que les gens doivent d'abord et avant tout obtenir une assurance privée. Et s'ils n'ont pas accès à l'assurance privée, à ce moment, ils doivent s'assurer au public. On ne peut pas tomber en deux chaises. On doit être assuré au privé. Si ce n'est pas possible, c'est au public. Donc, les médicaments sont couverts par une assurance. Évidemment, l'assurance privée sera plus élargie que l'assurance médicaments, qui est limitée finalement à une liste de médicaments qui est édictée par le ministre. Les services pharmaceutiques. Les services pharmaceutiques, ils sont couverts, ils sont considérés comme assurés dans la mesure où ils s'intègrent avec l'offre d'un médicament de façon générale et certains autres services, depuis que les pharmaciens peuvent effectuer de nouveaux actes, sont maintenant aussi assurés et tout ça découle de la loi sur l'assurance médicaments. Donc, on est encore dans la catégorie services assurés. Vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous ai dit on a des services assurés et des services qui sont dans le panier de services, mais parce qu'on a décidé d'attribuer un budget, puis on a créé des programmes pour permettre leur accès. Donc, je te laisse continuer, Anna. Oui, parfait, merci. Ben, en fait, là, ce qu'on veut vous montrer, c'est peut-être pas aller nécessairement dans les détails, mais vous comprenez que là, on est en train de parler surtout des services dont je parlais tout à l'heure qui sont considérés comme étant complémentaires. C'est-à-dire qu'on a parlé des services essentiels qui, pour ceux-là, donc, doivent être pris en charge obligatoirement par le régime d'assurance public de la province. Pour ce type de service-là, ben là, c'est laissé à la discrétion, évidemment, des provinces, hein, de couvrir plus ou moins. Et là, ce qu'on veut peut-être vous montrer, c'est que ça va fluctuer, évidemment, en fonction des compressions budgétaires ou pas, hein, de comment vont les finances publiques d'un État, mais aussi des pressions politiques. Les pressions politiques sont très fortes. On l'a vu notamment dans le cas de la assurance concernant la procréation assistée, notamment, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, peut-être vous donner un exemple, bon, d'abord concernant l'optométrie. L'optométrie, c'est une assurance publique donc, qui est survenue en fait au même moment que la mise en place du régime d'assurance maladie en 1970. Donc, initialement, les services d'optométrie étaient ouverts à tous à raison d'un examen annuel par année pour tous les citoyens. Et là, dans la foulée des années 1990, comme vous le savez, c'est beaucoup à partir de ce moment-là que l'État a dû comprimer ses finances. Et on a vu donc, en matière d'optométrie, la première modification donc, qui est survenue en 1992. Il faut savoir aussi que 1990, c'est après 1984, c'est-à-dire l'adoption de la loi canadienne sur la santé, où là, vraiment, les provinces ont compris que c'est là qu'elles pouvaient comprimer, justement, ou restreindre la couverture de ces services complémentaires. Donc, première modification survenue en 1992, donc pour retirer la couverture publique des services aux personnes âgées de 19 à 40 ans. Et déjà un an plus tard, on a retiré
la couverture en matière d'optométrie pour les personnes âgées de 40 à 64 ans. Donc, grosso modo, et même encore aujourd'hui, les personnes âgées de 0 à 18 ans et de 65 ans et plus bénéficient de la couverture publique en matière d'optométrie, là, encore une fois, pour les services généraux, c'est-à-dire les examens de la vue, là, à l'exclusion d'autres types de services. Donc ça n'a pas posé beaucoup de problèmes, puis surtout dans la population, ça n'a pas créé nécessairement trop de grogne. En matière de services dentaires, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu plus de lobbying aussi de la part des dentistes, etc. Au départ, comme on l'a vu tout à l'heure, les services de chirurgie buccales ont toujours été couverts parce que c'était de toute façon prescrit par la loi canadienne sur la santé. Mais la couverture publique des soins dentaires généraux, elle a été très, très progressive au fil des ans. Et là, on voit vraiment que la pression politique a été très forte dans ce domaine-là. Donc, oui, une parenthèse d'ailleurs, et nos étudiants nous ont beaucoup aidés à ce regard-là. Elles ont fait une recension finalement de tout ce qui est sorti dans les médias à l'époque. Super intéressant. Et à partir du moment où on a mis en place notre système de santé au début des années 70, et donc la loi sur l'assurance maladie, il faut dire aussi, on l'a pas mentionné parce qu'on va en parler plus tard, mais lorsqu'on a mis en place la loi sur l'assurance maladie, qui suivait l'adoption de la loi sur l'assurance hospitalisation, on ne pouvait pas juste offrir une assurance comme ça sans avoir un système qui permettait de réaliser les lois, si on veut. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on a créé au même moment la loi sur les services de santé et services sociaux qui a créé notre réseau de santé. Et on va voir que c'est à cause de l'application de cette loi-là qui fait en sorte que les établissements ont des liens contractuels avec des cliniques médicales associées et tout ça, avec les ressources intermédiaires. C'est ce système-là qui permet l'utilisation des enveloppes budgétaires pour finalement s'assurer que les gens aient accès aux services qui ne sont pas seulement assurés, mais qui sont aussi couverts et qui font partie du panier de services. Tout ça est lié. Donc, pourquoi je disais ça, moi, donc? Je ne sais plus. Je disais ça. Oui, les médias, Donc, quand on a mis ça en place, le système d'assurance maladie, d'ailleurs, M. Claude Castonguay a écrit un superbe livre sur l'historique de la mise en place de la loi sur l'assurance maladie, et c'est passionnant parce qu'il va chercher des éléments qui sont aussi apparents et présents dans l'émergence de d'autres systèmes de santé publique, et c'est la force des lobbies et des fédérations de professionnels de la santé qui se battaient au départ, certains, pour qu'il n'y ait pas de mise en place de système d'assurance, parce que ça devenait peut-être plus aussi compliqué au niveau administratif, ça leur enlevait certains droits financièrement, exactement. Et dans la revue de ce qui est apparu dans les médias, on voit la guerre entre les dentistes et les médecins, et les dentistes ont continué de se battre, mais finalement de se battre pour qu'il y ait aussi une couverture en bout de ligne de services dentaires. Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution au niveau de la décision des assurés. Puis lorsqu'on voit les critères, je ne sais pas si tu allais le mentionner, mais au niveau des critères d'accès aux services dentaires, on a réduit beaucoup les âges et c'était de moins en moins accessible. Et c'est très opaque. On a augmenté, on a descendu. Exactement. Donc, ça pourrait valoir la peine de faire une étude sur pourquoi on a augmenté à un certain moment la couverture si ce n'est pas associé à des parutions médiatiques et à des efforts de certains lobbies, puis après, comment on a pu les descendre, parce que à l'heure actuelle, on entend parler beaucoup des négociations avec les médecins, leur entente avec les omnis, avec les spécialistes, mais avez-vous beaucoup entendu parler de l'entente avec les dentistes? Non. Donc, c'est parce que maintenant, on a tellement plus de marge de manœuvre qu'on essaye de juste se pencher sur l'enveloppe médicale, des soins médicalement requis. C'est comme si eux autres, soins dentaires, optométrie, on ne peut même pas penser que le gouvernement pourrait éventuellement augmenter la couverture. Il y a ça aussi. Les études démontrent que le fait de pouvoir avoir accès à des services dentaires, ça limite le taux d'hospitalisation en bout de ligne. Et ça, on dirait qu'on ne l'a jamais considéré ou qu'on ne le considère pas. Puis c'est ça qu'il faut regarder aussi à un moment donné. Qu'est-ce que ça a pour impact, cette décision-là qu'on l'on prend pour un court terme, mais qui a un impact à long terme
au niveau, par exemple, justement, de la santé de la population puis des frais d'hospitalisation. C'est ça, on va le voir aussi lorsqu'on va parler justement du processus décisionnel, les critères, parce que les données probantes sont là, puis il y a plein de monde assez intelligent pour le comprendre, là, ce que tu viens de dire, par exemple, que plus on soigne tôt les dents des enfants, bien, moins, justement, il y aura de répercussions sur la santé. Donc, au final, évidemment, on est gagnant en la société, les finances, etc. Donc, c'est quand même assez particulier, là. Ça veut dire qu'il y a une résistance à quelque part. On soupçonne un petit peu c'est où, mais il y a vraiment une résistance quand on sait qu'il y a tellement de données probantes. Donc là, ça pour vous dire, on peut revenir peut-être aux soins dentaires. Donc, effectivement, la couverture publique a augmenté, comme on disait. Donc, au début, la première couverture publique, là, juste pour faire un petit historique, des soins dentaires pour enfants âgés de 7 ans et moins est entrée en vigueur en 1974. Et là, vraiment, on sentait un consensus social, justement, disant on doit favoriser la santé dentaire des plus jeunes enfants parce qu'on sait qu'éventuellement, ça a des répercussions non seulement sur leurs dents, mais sur leur santé plus globale. Et le gouvernement avait aussi intégré de l'enseignement aussi. Il avait imposé que lorsque les enfants allaient chez le dentiste, ils aient droit aussi à des mesures préventives. Là, l'enseignement, on avait une bouche, là, puis on voyait l'hygiéniste se brosser les dents, c'était très cute. Et par la suite, donc, la couverture publique a progressivement été élargie, donc, dans les années 70-80, c'est-à-dire on est passé à 9 ans en 75, à 12 ans en 77, à 15 ans en 79. On est allé jusqu'à 16 ans en 1981. Donc, oui, on peut voir une bonification graduelle donc au fil du temps sur l'ouverture en fait des catégories de personnes. Par contre, on limitait un petit peu à l'inverse et paradoxalement la couverture de certains services, notamment, puis je vous donne l'exemple, les frais de couronne temporaire placés sur les dents antérieures permanentes fracturées. Je suis sûre que vous allez retenir ça tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que parfois, le gouvernement a bon dos d'augmenter la couverture publique, puis ça paraît bien, mais d'un autre côté, il y a quand même des services qui peuvent être très coûteux, qui sont coupés aussi, qui sont retirés de la couverture publique. Aujourd'hui, ben c'est ça, la couverture, elle est limitée aux enfants de moins de 10 ans, ce qui était l'équivalent là, de 1975 où on couvrait pour les enfants âgés de moins de 9 ans. Donc, on assiste vraiment à un recul, c'est sûr. Ensuite de ça, est-ce que tu voulais enchaîner sur les services? Diagnostic, je l'ai déjà finalement mentionné. On a parlé, oui, c'est ça. Peut-être juste rapidement parler des services préventifs de santé publique. Là, j'avais noté plein de choses, mais peut-être pas trop non plus. Simplement vous dire que depuis 2001, donc en 2001, l'Assemblée nationale a voté la loi donc sur la santé publique qui décrit finalement l'offre de services en matière de services préventifs et de santé publique et qui prévoit donc 4 volets principaux, la surveillance, la protection de la santé, la promotion de la santé et la prévention. C'est sûr que c'est en matière de prévention que c'est beaucoup lié finalement au panier de services. Donc, en matière de prévention, le programme national de santé publique doit prévoir notamment des programmes de vaccination, des programmes de dépistage aussi, ça on l'a vu au fil des ans, là, au cours des dernières années, notamment le programme de dépistage prénatal de la trisomie 21, le dépistage du cancer du sein, le dépistage sanguin et urinaire chez les nouveau-nés. Donc, on a mis en place, à la lumière de cette loi, donc qui est relativement nouvelle, un certain nombre de programmes, un certain nombre de services, c'est vrai, et vraiment sur papier, c'est magnifique. Le problème qu'on a, évidemment, c'est les coupures, parce que récemment, on le sait, dans la foulée là, des modifications du projet de loi 10, le gouvernement a voulu réaliser des économies à hauteur de 2,4 millions de dollars juste dans ce domaine des services préventifs et de santé publique. Donc là, étant donné que on n'est pas en matière de régime d'assurance, mais bien plus de programme et de couverture publique, le gouvernement a plus de marge de manœuvre, je dirais, pour jouer puis retirer éventuellement, parce que ce n'est pas directement des services aux citoyens, ça fait partie d'une enveloppe budgétaire globale. Et puis, sur papier, comme je vous dis, c'est très beau, mais on peut mettre un peu plus de sous là, un peu moins là, ou en éparpiller. Bref, ça paraît peut-être un peu moins que de retirer des services de santé là, dans un panier de services directement de la couverture d'assurance. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu pour vous expliquer pourquoi j'ai mis prise en charge de maladies chroniques et services offerts aux personnes âgées. C'est un peu aussi lié aux services sociaux. Je vais commencer avec les personnes âgées. On en entend beaucoup parler là, présentement avec la dégustation qui a eu lieu. J'aurais vraiment aimé hier, surtout quand j'ai vu les photos. Je me suis dit, mon Dieu, ça ne donne pas le goût de se retrouver, même si apparemment que c'est vraiment bon, là.
ça ne donnait pas le goût de se retrouver en CHSLD. Et pour que vous compreniez comment ça fonctionne, et en fait, on a différents services qui sont offerts aux personnes âgées. On a des services qui sont à domicile et on a des services d'hébergement. Et il y a des catégories à ce moment-là. Là, je résume très grossièrement. Et en hébergement, on a des services qui sont offerts aux personnes qui n'ont pas besoin de soins. Et à partir du moment où on a besoin de soins, on devrait se retrouver en CHSLD, celui de notre choix, s'il y a de la place. Sinon, c'est un CHSLD de transition qui est peut-être loin de chez nous. Et en fait, je ne me rappelle plus des statistiques, mais de façon majoritaire, les personnes âgées qui sont dans les CHSLD de transition meurent avant de se retrouver dans le CHSLD qui est près de leur famille. Donc, mon Dieu, moi, j'en parle, puis à chaque fois, ça me donne des frissons de parler de ça. Les CHSLD font partie de l'organisation de nos soins de santé, font partie de notre système de santé, font partie de la mission d'un établissement de santé et ce qui est fait au sein d'un CHSLD. Évidemment, on parle de soins médicaux, donc vous comprendrez que ça, c'est accessible, que c'est couvert, mais les personnes doivent payer un certain montant pour l'hébergement. Les soins sont généralement de qualité, mais à moins que les ressources soient tellement restreintes qu'on fait avec ce qu'on a, et ça veut dire qu'on attend peut-être avant de voir à ce qu'on puisse avoir un bain de façon régulière. C'est toutes des choses dont vous avez entendu parler, parce que là, on fait avec l'argent qu'on a. Puis c'est qui gère finalement les ressources? Bien, le ministre, là, on est dans un cas d'enveloppe budgétaire. Le ministre transfère une enveloppe budgétaire aux établissements qui gèrent cette enveloppe. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez sûrement entendu dire que oui, mais certains CHSLD, ça va être super, là, les services qu'ils vont offrir et la nourriture va être très bonne, mais dans d'autres, ce n'est pas le cas. Mais ça dépend de la gestion, justement, de cette enveloppe-là qui est déterminée par l'établissement chef. J'ai juste une question. Tantôt, vous avez évoqué le terme latitude, vraiment un terme latitude. Je voudrais comprendre où est la latitude. Est-ce que c'est une attitude politique à l'intérieur de la province ou c'est une latitude à l'égard de la loi fédérale, du financement qui vient du fédéral? Et quelles sont les contraintes sur cette attitude? Elles sont assez grandes. C'est-à-dire que tout ce qui... C'est-à-dire... C'est une latitude qui est... Quand on parle de latitude, nous, c'est à l'égard des tribunaux. Les tribunaux ne sanctionneront pas, vont avoir évidemment une attitude de retenue judiciaire à partir du moment où c'est une discrétion politique. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'affaire Cameron, c'était au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Donc, la province avait décidé que les services de fécondation in vitro étaient considérés comme des services essentiels. Et puis bon, et le fait de retirer ce service-là au sein de la population créait finalement une discrimination. Donc, c'est sûr que ce que je veux dire, c'est que la province a une latitude entière en autant qu'elle respecte finalement les prescriptions de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais au-delà de ça, et à moins d'arriver à faire la preuve vraiment, une preuve très forte que tel service, c'est considéré par tous les pays de l'OCDE, par exemple, comme étant un service médicalement nécessaire et que la province ne l'offrirait pas. Dans notre cas, ça enfreindrait la loi sur l'assurance maladie et donc ça deviendrait illégal. Mais venir faire la preuve, par exemple, qu'un service de fécondation in vitro est essentiel pour la santé, vous voyez, on est dans des zones grises parce que certaines provinces qui vont le considérer comme étant médicalement requis, puis d'autres non. Et ça n'a jamais été considéré comme illégal dans une province ou l'autre. Je ne sais pas si ça répond à ce que... Que je comprenne la mécanique. Oui. Donc, le terme médicalement nécessaire ou requis est introduit dans les législations provinciales parce que la loi fédérale oblige, avec le financement des... On peut le supposer. Une fois que le terme est entré dans la loi provinciale, commence à vivre une vie autonome. Tout à fait. Où l'interprétation est fonction de ce qu'on en dit dans d'autres pays. Bien sûr. Dans d'autres pays. Tout à fait. Tout à fait. C'est là que les tribunaux surveillent
Et alors, la charte intervient à quel moment? Intervient éventuellement si, par exemple, le fait de, je ne sais pas, de couvrir, bon, justement dans l'affaire Cameron, on a dit que le fait d'offrir, de ne pas offrir des services en matière de fertilité était discriminatoire à l'égard des personnes infertiles parce que tous les services pour les personnes fertiles, par exemple en néonatal, etc., étaient offerts. Donc, d'un côté, on fait tout ce qu'on peut en notre pouvoir et tout est défrayé pour les personnes qui sont fertiles, à l'hôpital, etc. Mais d'un autre côté, on n'aide pas finalement. Par contre, ça a été récupéré par l'article 1 de la Charte. Donc, ça a été déclaré discriminatoire, mais qui pouvait se justifier dans une société libre et démocratique. Donc, ça n'a pas été sanctionné. Donc, on l'a récupéré comme ça. Mais là, comme je vous dis, on est dans une zone grise parce que, comme je vous dis, il peut y avoir un argumentaire très fort sur, ben oui, c'est justifié médicalement quand on prend la santé globale, sur le plan psychologique, les personnes infertiles, etc. Mais quand on est sur, par exemple, une chirurgie de l'estomac, ben là, on ne pourrait pas s'en sortir. Par exemple, une juridiction qui ne couvrirait pas une telle procédure, évidemment, serait sanctionnée parce que ça serait illégal en vertu de la loi sur l'assurance maladie et non pas de la loi canadienne sur la santé. Tout ça doit être relié à l'idée des services essentiels ou services requis. Oui. Alors, la procréation assistée, oui. Comment on va le relier aux services essentiels? Mais c'est le gouvernement qui décide qu'est-ce qui est. Ben oui, c'est ça. Le gouvernement provincial. Oui, parce que la loi, c'est ça. La loi canadienne tout à fait. dit que les services considérés comme assurés par la province doivent être assurés. Donc, la province détermine quels sont les services assurés. Et d'ailleurs, pour la procréation assistée, on avait déterminé que c'était assuré. C'était dans la loi sur l'assurance maladie, service de procréation assistée, on y avait accès. Et là, on a déterminé que ça nous coûtait trop cher, que les résultats, finalement, ne menaient pas aux attentes qu'on avait, finalement, à ce qu'on avait anticipé. Et donc, on a décidé de supprimer ce service-là. De retirer, il reste encore quelques... Oui, crédit d'impôt, quelques petits éléments, mais le fait de le retirer et après de facturer, disons, pour ce service-là, là, on n'est plus en contravention avec la loi canadienne sur la santé parce que c'est considéré comme non assuré. Est-ce que la province a la liberté d'assumer des obligations de soins au-delà de ce qui est essentiel? Tout à fait, oui. Oui, c'est même prévu dans la loi canadienne sur la santé. Est-ce que la province annonce de pouvoir faire plus que le minimum de la loi fédérale impose? Non, ben c'est ça qu'on est en train de voir un petit peu justement avec ce tableau-là. Bon, ici, les services d'optométrie, tout ça, c'est du surplus. Donc, c'est un peu pour satisfaire, là, c'est ça, la population, mais ce n'est pas considéré comme étant médicalement requis et surtout pas offert par des médecins. Et donc, c'est la latitude Tout à fait. À l'intérieur de la province, politiquement. Politiquement, clairement. Puis on va le voir. L'interprétation par les tribunaux. Et là, dans la mesure où on respecte les droits. C'est ça. Dans la mesure où on respecte, c'est ça, le cadre, évidemment, supralégislatif, c'est-à-dire constitutionnel de la Charte. Voilà. Oui. On ne peut pas contourner à ce moment-là la surfacturation ou ticket modérateur. Est-ce que c'est un motif qui reste finalement dans la loi canadienne qui reste oui, en fait, pour ce qui est ticket modérateur et surfacturation, effectivement, là, la province, avec le projet de M. Barrette, de rendre légaux les frais accessoires avant qu'ils changent d'idée, ça, à mon avis, c'était quelque chose qui allait à l'encontre, effectivement, de la loi canadienne sur la santé. Mais ça allait même à l'encontre de la loi sur l'assurance maladie, parce que dans la loi sur l'assurance maladie... Oui. Ben, c'est-à-dire que non, avant ça, dans son projet de loi, il y a eu par règlement, mais avant ça, c'était par entente. C'est ça, c'était par les ententes. Donc, en fait, c'est que ce qui était prévu dans la loi sur l'assurance maladie, c'est qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de surfacturation ni de frais modérateurs, sauf pour des frais minimes, on ne disait pas comme ça, mais qui avaient été négociés entre les fédérations médicales et le ministre de la Santé, à savoir éventuellement, des gouttes ophtalmiques, des petits médicaments là, en cabinet médical. C'est là-dessus que les frais accessoires, ce qui est arrivé, c'est qu'on arrivait à charger des frais astronomiques sous couvert de cette légalité-là. C'est ça qui est arrivé. C'est incroyable, je veux dire. Donc, on passait des frais d'immobilisation, des frais de technologie avancée en disant, ben oui, il a chargé $200 pour des gouttes ophtalmiques.
Ça n'a aucun sens. Mais c'est cette petite cheville-là là, qu'il y avait dans la loi, puis que là, qui était amendée. Après ça, le ministre s'était réservé le droit de les modifier par règlement. Ça ne faisait pas non plus l'affaire de personne. Là, finalement, ça serait aboli. Donc, ça va être... Ça l'est déjà ou ça l'est déjà? Ça l'est déjà. Projet de règlement. Puis vous voyez, c'est incroyable. Puis c'est ça en fait, tout ce qui existe à l'heure actuelle comme débat en lien avec la mise en place d'un régime national d'assurance médicaments. Ceux qui appuient ce projet-là soutiennent que notre régime n'est pas viable parce que en fait, c'est construit sur une base archaïque, voulant que, en fait, notre régime découle du fait qu'on a assumé que normalement, les médicaments très coûteux, on les recevait au sein des hôpitaux. Alors, de traitements de chimio et tout ça. Beaucoup de traitements dispendieux se faisaient, lorsqu'on a mis en place la loi sur l'assurance hospitalisation, tout se faisait presque à l'intérieur de l'hôpital. Mais avec les nouvelles technologies, là, on sort le patient d'hôpital, on le traite chez lui, mais là, on se retrouve avec des traitements coûteux à la maison qui ne sont pas couverts. Puis c'est la raison pour laquelle la loi canadienne est, à mon avis, archaïque, parce que le fait de dire que seuls les médicaments qui sont dans les hôpitaux doivent être accessibles de façon universelle. Pas juste les médicaments, en fait. Pas juste les médicaments. Ça, ben oui, c'est ça. Exactement, même les soins de psychothérapie pour le traitement de l'anxiété chronique, c'est en lien avec les maladies chroniques. Ben oui. Services de nutrition, physio, psychothérapie. Ça vaut plus la peine pour un patient de se bourrer de médicaments, là, où il y a une assurance, plutôt que de se dire, je vais y aller avec un traitement de psychothérapie conjugué avec autre chose, parce que ça va me coûter trop cher. C'est là où on en est à l'heure actuelle. Ça coûte cher, le système, parce que nos besoins se sont modifiés depuis sa création. On a des infirmières spécialisées, puis c'est pas pour dénigrer le travail des médecins omnipraticiens, mais elles font beaucoup de ce que l'OMNI. Je ne sais pas s'il y a des médecins OMNI ici qui seront d'accord avec moi, mais elles font beaucoup de ce qu'un médecin OMNI peut faire. Moi, puis même certains spécialistes, je veux dire, moi, quand je vais chez le pédiatre avec mon enfant, puis que je sors de là, puis que l'objectif du rendez-vous, c'était de prendre le poids, la mesure, puis de regarder la courbe. Faut que tu dises que tu fais ça, là. Non, mais c'est ça. Puis je me dis, Seigneur, quelqu'un spécialisé, une infirmière spécialisée pourrait le faire. Donc, l'économiste peut faire ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est inquiétant. Donc, le système est mal construit. On a évolué, puis le système n'a pas suivi. Puis normalement, c'est les juristes on est campés sur nos principes traditionnels, puis on reste là, puis on a discuté à évoluer. Mais là, vraiment, dans ce cas-là, il n'y a pas d'évolution, puis on dirait que c'est rigide, puis qu'on a de la difficulté à faire évoluer les choses, puis on va le voir tantôt, c'est aussi lié à comment on prend nos décisions au sein du ministère. Mais en tout cas, c'est pas pour faire une publicité, mais quand j'ai un projet de recherche justement sur l'imputabilité des médecins, j'ai de la misère à le mettre en œuvre, mais en tout cas, puis mon étudiante justement, Sarah, a travaillé sur le livre de Joseph Facal, Le pouvoir médical. Je pense qu'il y a une grosse clé de l'énigme qui est pas mal là, puis c'est pas encore là, j'ai des médecins dans ma famille, là, c'est pas un problème de... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça. Puis tant qu'on n'aura pas les médecins de notre côté, on va avoir du mal à faire tourner le navire. Moi, c'est comme ça que je l'interprète un peu, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup ça. Mais comme tu dis, c'est tellement ça, c'est que on a créé ce système-là sur la base de soins ou de maladies qui ont tellement évolué. Tu sais, c'est ça. Maladies aiguës, les soins aigus, c'est plus ça. Tu sais, c'est du suivi à long terme, des maladies chroniques, etc. Je pense qu'on peut peut-être avancer. Bien, exactement, là, voilà. Donc, c'est ça. Donc, les services sociaux, simplement, vraiment, je dis OK, on n'en parle même pas, parfait. Bon, mais d'accord, simplement pour dire que c'est quand même une particularité, là, au Québec. On inclut dans notre système de santé, là aussi, l'aspect, tout le volet des services sociaux. C'est quelque chose sur lequel, en tout cas, qui a fait un peu notre fierté au Québec. On a un petit peu de mal avec l'organisation de
la dispensation de ces services-là, qui fait quoi, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les services sociaux ont pris de l'ampleur dans les années 90 avec la désinstitutionnalisation. La deuxième mouture aussi de la loi sur les services de santé et de services sociaux, on a introduit les organismes communautaires parce que sans eux, le système de santé et de services sociaux ne pourrait pas fonctionner, en tout cas notamment sur la dispensation des services sociaux. Fait que ça, c'est un rôle très, très important. Juste dire qu'encore une fois, ici, dans les services sociaux, on n'est pas en matière de panier de services ou de régime d'assurance. Hein. On est vraiment dans une couverture, si on veut, parce que les services sociaux ne sont pas encadrés ni par la loi sur l'assurance maladie, ni par la loi sur l'assurance hospitalisation. Donc, la dispensation provient d'orientation ministérielle, de politique, de cadres, pas réglementaires, mais de plans d'action, etc., etc. Donc, voilà. Alors, mais ce sont des services qui sont de plus en plus importants. Tous les soins à domicile, d'ailleurs, sont inclus là-dedans. Donc, voilà, terminons avec... Oui, voilà. Il faut se rappeler qu'on a donc les services qui sont assurés et les services offerts qui découlent d'une gestion de budget, soit de la part du ministère, pas de département, mais de division, si l'on veut, ou de la gestion d'enveloppe par des établissements de santé. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement de prévisibilité non plus à long terme. Ça dépend du budget. Donc ça peut être difficile aussi pour les acteurs qui sont dans le milieu à gérer. Donc, on est rendu à... c'est vraiment pas long. Oui, mais il y a tellement rien à dire, justement, parce qu'il n'y en a pas de processus. Il n'y a pas de processus. Non, mais il n'y en a pas de processus, malheureusement. Il n'y a pas de critères encore. C'est ça qu'il faut faire. Oui, bien, c'est ça. Juste, tu prendras le relais, mais juste pour dire, justement, que en ce moment, concernant comment est décidé, qu'est-ce qui est couvert, justement, en matière de soins et services requis sur le plan médical, on sait très bien, c'est ça qui est très problématique, que ça passe tout ça, cette détermination-là, dans le cadre de négociations entre le ministre de la Santé puis les fédérations de médecins. Donc, dans le cadre de leur négociation salariale, c'est là que se décide implicitement ce qui est couvert. Donc, justement, dans les services médicaux. Donc, il n'y a aucune transparence, évidemment, inutile de vous le dire. Il n'y a absolument aucun critère non plus. Je veux dire, c'est extrêmement problématique. Quand je dis qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, mais c'est là est le cœur, finalement, du problème. Voilà. Puis on a mis ici la fréquence des examens complets de santé. Ça, c'est un bon exemple, en fait. Parce que on est dans le contexte d'un service qui est offert par un médecin, donc c'est assuré. Sauf que dans l'entente, c'est prévu que le médecin, lui, il va être rémunéré s'il offre maintenant son service, pas annuellement, d'examen complet, mais aux 2 ans. Donc, vous comprendrez que le médecin ne va pas inciter le patient à faire son examen s'il n'est pas rémunéré. Donc, ça aussi, ça a une incidence sur l'accès au service. Le fait ou le comment le médecin est rémunéré pour le service. Nécessairement, moi, je suis assez d'accord que pas tout le monde a besoin d'un examen annuel complet. Ça, je ne pense même pas que c'est nécessaire toutes les 2 ans. Ça dépend de l'individu. De l'âge, et il y a tellement de facteurs, mais c'est... Voilà. Donc, mais ça, c'est un exemple de ce qui a un impact sur l'accès dans le cadre d'une négociation d'entente. Et on se rend compte, comme je le mentionnais plus tôt, que les autres professionnels, nous, on n'en entend pas beaucoup parler des pressions des dentistes, optométristes, psychologues, physiothérapeutes, plus les psychologues récemment, et qui ont eu certains gains. Mais est-ce que c'est parce que présentement, les dentistes optométristes sont bien dans la situation où ils sont? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Puis si c'est le cas, il faut se poser la question à savoir, nous, est-ce qu'on est bien dans le cadre de cette situation-là? Est-ce que c'est bien pour la société qu'on ait des accès limités ou un remboursement limité à certains services offerts par les dentistes? Puis encore une fois, moi, je ne pense pas c'est la même chose que pour les examens annuels. Je ne pense pas que tout le monde a besoin d'aller voir le dentiste à chaque année. Je ne pense vraiment pas. Moi, quand on me dit vos enfants, vous pouvez venir aux 6 mois avec eux, je ne pense vraiment pas que c'est nécessaire. Ça dépend des enfants, ça dépend du contexte familial. Mais il y en a qui ont besoin d'avoir cet accès-là pour éviter qu'ils se retrouvent à l'hôpital, puis que là, ça me coûte cher à moi comme payeur de taxes. Et ça, on dirait que, tu vois, nous, aujourd'hui, je pense que
en fait, j'en ai pas vu beaucoup de conférences. On s'est questionné là-dessus, puis on s'est dit, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose, là, parce que le système, en tout cas, nous, on considère, dans le cadre de notre recherche, ça paraît assez évident que le système n'est pas du tout adapté. Les services sociaux, c'est vraiment l'enfant pauvre du système. Peut-être que si on axait plus là-dessus, comme on verrait aussi que c'est aussi important que d'axer sur l'éducation, parce qu'en bout de ligne, l'éducation a un impact important sur la santé de la population. Puis peut-être encore plus, oui, c'est vrai, les dentistes, les optométristes, mais quand on regarde le psychologue, physiothérapeute, tous les professionnels qui devraient travailler avec les médecins, justement en interdisciplinaire, en suivi de maladies chroniques. C'est incroyable, tu sais, comme on disait. Là, tout à coup, ils sortent de l'hôpital puis ils sont laissés à eux-mêmes. Là, ces gens-là qui souffrent de diabète, bon, tout ça. Donc, oui, c'est parfait, ils voient leur médecin, mais la nutritionniste, il faut qu'ils payent. Après ça, les services de physio, c'est la même chose. Donc, le suivi n'est pas optimal. Le suivi n'étant pas optimal, ben, c'est un retour à l'hospitalisation, donc des frais. Donc, tout ça tourne finalement. On est un peu convaincus. Donc, voilà, ça peut-être rapidement aussi. Oui, rapidement. Pour les médicaments, comment ça fonctionne? Je dirais que pour la détermination de quels sont les médicaments qui sont accessibles, c'est un processus qui est beaucoup plus transparent que le processus lié à la détermination de la couverture de tous les autres services. Et c'est l'INES qui s'occupe de recommander au ministre l'inscription de certains médicaments. Mais encore une fois, ça peut susciter des questionnements. Est-ce qu'on rembourse peut-être certains médicaments qui ne devraient pas être remboursés et vice-versa, est-ce qu'on n'en rembourse pas? C'est quoi la place du citoyen là-dedans aussi? Et là, ça, l'INES a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'impliquer le citoyen, pour voir, pour pas juste considérer des critères économiques, mais encore, il reste, on sent qu'il y a encore des préoccupations de la part de certains groupes. Je me rappelle, la FADOC, je pense, l'année passée, soutenait qu'il y avait discrimination à l'égard des personnes âgées du fait qu'on considérait essentiellement les QALYs, donc lorsqu'on détermine si un médicament est efficace, on va considérer, là, je vulgarise beaucoup, mais le nombre d'années de vie gagnées, la qualité de vie gagnée, mais nécessairement plus on avance en âge, moins on a un QALY intéressant, disons. Donc, ce qu'on disait, la FADOC, en fait, ce que la FADOC disait, c'était que ça avait pour effet de préjudicier ce critère-là, les personnes âgées. Donc là, c'est une décision de société, parce qu'il y en a d'autres qui vous diront c'est important qu'on attribue une bonne partie du budget à, par exemple, je ne sais pas, les opinions sont tellement disparates pour des maladies orphelines ou pour des gens qui peuvent retourner sur le marché du travail, s'occuper de leur famille. Donc c'est tous des éléments qu'on doit considérer, mais c'est quand même l'INES qui a un processus décisionnel le plus avancé, à mon avis. Oui, récemment, il y a un avis de l'INES qui a été dirigé au ministère, qui a été reformulé par l'INES parce que la réception du ministère n'avait pas été adéquate. Oui, c'est ça. L'avis sur un médicament. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, parce que c'est ça, l'INES n'a qu'un pouvoir de recommandation. Donc, en bout de piste, c'est sûr que c'est le ministre qui décide. Alors, mais je pense qu'il y a déjà au moins un début de mise en place d'un processus qui va au-delà d'une stricte négociation, par exemple, entre des médecins puis le ministre. Donc, déjà, c'est quand même pas si mal, mais effectivement, l'INES n'a pas encore assez de marge de manœuvre puis d'indépendance, d'impartialité. Ils n'ont aucune indépendance. C'est ça. Pardon? Ils sont tout en train de perdre. J'avais peut-être plus qui est en train de C'est ça. Mais comme d'autres. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, par ailleurs, il ne faut pas vous partir ici en vous disant qu'on dit que tout devrait être couvert. C'est pas ça du tout. On garde quand même en tête que si on a une enveloppe, un budget, il faut faire des choix. Puis la question, c'est est-ce qu'on peut y participer? Est-ce qu'on devrait y participer? Puis, est-ce que les choix qui sont faits présentement font en sorte qu'on a une gestion optimale de notre budget? C'est ça. Est-ce qu'on devrait accepter? Voilà, exactement. Est-ce qu'on met trop d'argent à un endroit, puis que cet argent-là, on pourrait mieux l'utiliser ailleurs?
Donc, j'ai C'est pas la la réponse. remise en cause aussi un peu du curatif, là, de que tout soit axé là. Tu sais, c'est sûr que c'est des choix politiques, si c'est fait, qui vont coûter cher parce qu'il va nécessairement y avoir, mettons, on tourne le navire, là, ça va prendre du temps avant de voir éventuellement si on se tourne plus vers la prévention, vers la santé publique, etc. Mais en bout de ligne, possiblement que ça va vraiment porter fruit. Là. Je veux dire, toutes les études le démontrent. Puis ce qui est intéressant, puis peut-être terminer là-dessus aussi, dans le rapport justement du commissaire à la santé, c'est beaucoup évidemment la voix du citoyen qui a été sondée là-dedans. Puis ça, c'est évidemment un gros crédit au commissaire là-dessus. Mais non seulement la voix du citoyen, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça concordait aussi avec toutes les commissions, les rapports qui ont été publiés par les commissions sur la santé, commission Castonguay, commission Claire, etc. Donc, c'était vraiment, on voit que tout ça va dans la même direction, puis qu'on ne sort pas de nulle part, nous autres, avec une éventuelle remise en question là, de ce système d'allocation des ressources, je pense. Donc, ce n'est pas l'idée, comme tu disais, de tout couvrir, mais de voir quelles sont les décisions et surtout comment on prend les décisions et sur quelle base et avec qui, voilà. Ça, tu l'as déjà mentionné. On va juste aller vite à notre dernière diapo qui finalement dit ce qu'on vient de dire. Il faut se questionner sur la place des fédérations. C'est correct qu'elles aient leur place, mais il ne faut pas qu'elles soient les seules à prendre la place. Et donc, c'est important de se mobiliser, d'avoir un consensus, d'avoir une réflexion. Puis la participation citoyenne, elle est importante, puis il y en a beaucoup qui favorisent la participation citoyenne. Je suis assez favorable à ça, à Marie aussi. Par contre, il n'y a pas toute participation citoyenne qui est efficace et bénéfique. Les gens on est humains, donc on pense souvent à nous en premier. Donc, quand on décide de faire une participation citoyenne, il faut que ça ait, premièrement, ça donne rien de faire une participation citoyenne, de déployer des ressources financières pour en faire, quand on ne sait pas ce qu'on va faire avec, si on ne sait pas si ça va être concret. Il faut que les gens aient une base de connaissances pour pouvoir se prononcer de façon moins subjective ou par rapport à leurs propres besoins. Voilà. Je voudrais savoir, comme citoyenne, est-ce que j'ai droit à un service d'assurance privée qui couvre des soins offerts au public? Non, pas du tout. Pourquoi c'est comme ça et est-ce que ça pourrait changer un jour? Parce que j'ai de nombreux exemples, j'accompagne mes parents à l'hôpital, 12 heures d'attente, 14 heures, des parents très âgés, moi-même une fois 24 heures avant d'avoir mes prises de sang. Pour être soigné aujourd'hui chez nous, il faut se rendre à l'urgence. On a un problème qui traîne. Donc, je me dis, je suis comme contribuable, je contribue à la RAMQ, par les impôts. Tout à fait. Je suis obligée d'avoir une assurance privée qui me coûte 3 000 par année, je n'ai même pas de frais dentaires. Et puis là, je n'ai même pas droit à des soins, il faut que je me rende à l'hôpital aux urgences pour arrêter pendant autant de temps et je ne suis pas payée pendant que je fais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une voie? L'affaire Shaouli, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, on est la seule juridiction au Canada, dans les pays de l'OCDE, à ne pas permettre l'assurance privée duplicative, c'est-à-dire une assurance privée qui se superpose à une couverture publique. D'accord? C'est particulier au Canada. Au Canada. Et donc là, évidemment, pourquoi? C'est une très bonne question. Je pense que, c'est encore une fois, on est très attachés. Hein? La loi canadienne sur la santé devient peut-être un fleuron canadien. Hein? C'est devenu l'accessibilité, la gratuité, tout ça. Bien, ça vient aussi avec le fait d'avoir des règles qui sont assez contraignantes. Et justement, dans l'affaire Shaouli qui s'est rendue à la Cour suprême, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est exactement ça, c'est que le docteur Shaouli, en tout cas, il y avait M. Zelotis et Dr Shaouli contestait justement ce système-là, c'est-à-dire l'article 11 de la loi sur l'assurance hospitalisation, l'article 15 de la loi sur l'assurance maladie qui interdit cette assurance privée-là. Et la Cour suprême leur a donné raison dans la mesure où une juridiction ne peut pas prévoir un système comme ça si contraignant si par ailleurs il n'est pas capable d'offrir un accès satisfaisant en temps opportun. Donc, et là, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé parce que le Québec a dit, OK, normalement, en principe, il aurait dû abolir, donc, en fait, invalider ces dispositions-là, mais au lieu de faire ça, ils se sont dit, on va jouer sur l'accès dans ce cas-là. Si on est capable de mettre en place des mesures qui favorisent ou qui bonifient l'accès, on va devenir constitutionnel, on va se conformer finalement à l'article 7 de la Charte.
C'était ça qui était le problème. Donc là, ils ont mis en place et notamment, comme tu le disais tout à l'heure, pour les chirurgies genoux, hanches, cataractes, ça, c'est possible parce que c'était ça qui était au cœur de l'affaire Shaoli, mais c'est très minime. Puis on a aussi augmenté, on a mis en place des mécanismes d'accès, soi-disant, pour augmenter l'accès. Dans les faits, ça n'a pas donné mais c'est pas encore possible. Mais en fait, dans Shaoli, juste pour compléter la réflexion d'Anne-Marie, dans Shaoli, on a amené cet argumentaire-là à l'effet qu'on était une des seules juridictions où il n'y avait pas d'assurance privée duplicative possible pour certains services. Et là, il y a des gens qui ont apporté des études pour voir comment ça se passait dans les pays où c'est possible et tout, notamment en Angleterre. Et les juges n'ont pas été convaincus que l'interdiction d'avoir une assurance duplicative était la façon de préserver notre système de santé, parce que la crainte, lorsqu'on parle d'assurance duplicative, c'est de faire en sorte que nos médecins partent par le privé, où c'est plus intéressant. Là, on le voit avec tout ce qui se passe au niveau de la rémunération et tout. Veut pas, c'est pas tous les médecins, mais il y a un bon bassin qui est conscient de la valeur monétaire du service. Si je veux le prêter, c'est quelque chose, on est humain. Donc, le médecin pourra être tenté d'aller travailler plus au privé, surtout s'il sait qu'il ne perd pas sa job au public non plus. Là. Présentement, c'est un risque pour le médecin de se dire, je me désengage du système public, je m'en vais au privé, parce que le bassin, le volume au niveau de la clientèle est limité, parce que les gens n'ont pas d'assurance. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas nécessairement aller voir de façon importante les médecins au privé. Fait que c'est pour préserver, pour s'assurer qu'on continue à avoir un système public. Les études n'étaient pas concluantes pour démontrer que l'assurance duplicative peut préjudier un système de santé publique. Donc, c'est ça pourquoi les juges ont déterminé que en lien avec les faits en cause, donc ce n'était que des chirurgies électives. C'est pour ça que ça ne s'est pas appliqué à d'autres services de santé. Donc, pour les faits en cause, l'interdiction de l'assurance duplicative n'était pas justifiée. Mais lorsqu'on regarde quand même, si on sort de Shaoli et on regarde les études, on voit qu'il y a quand même des petits mouvements de médecins du public qui vont vers le privé. Ouais, ça, c'est beaucoup le projet de loi 10, par exemple. C'est vraiment, depuis là, on le voit, là, quand on regarde les chiffres, on les voit publiés aux 2 semaines, là, le nombre, puis depuis le 1er avril 2015, c'est pas exponentiel. Mais ça, c'est au Québec. Non, mais je veux dire, dans les juridictions où c'est possible d'avoir l'assurance duplicative, on voit qu'il y a une tendance de médecins à aller vers le privé. Donc, si nous, on décidait de permettre une assurance duplicative, il faudrait au moins s'assurer de ne pas produire des erreurs qui ont pu être commises dans d'autres systèmes qui l'ont permis. Puis, il ne faut pas aborder cette idée-là de façon fermée. Il faut voir qu'est-ce que c'est les options, qu'est-ce que ça peut générer, puis voir si effectivement il y a un risque ou pas. Parce que le risque, il y en a peut-être un, mais est-ce que c'est possible de l'encadrer ou pas, pour s'assurer qu'on préserve notre système de santé publique, parce que ça, c'est capital aussi, le fait que tout le monde puisse, en bout de ligne, avoir accès à des bons médecins. Essentiellement, c'est vraiment le système de santé à 2 vitesses. C'est vraiment ça. Là. Ouais. Donc, ça, on est très, 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 très réfractaire au Québec avec ça, c'est clair. Là. En même temps, si on fait une analogie avec le système d'éducation qui permet l'éducation privée et l'éducation publique, l'éducation privée, c'est démontré que ça coûte moins cher à l'État. Les parents qui envoient leurs enfants à l'éducation privée, les statistiques, c'est démontré. Donc, le système de santé... Mais encore une fois, le système est critiqué à l'heure actuelle parce qu'on nous dit que dans des écoles publiques, la qualité est moins bonne, puis que c'est peut-être à cause du privé. C'est pour ça qu'il faut vérifier ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je sais qu'il y a de très bonnes écoles publiques, mais je sais aussi qu'il y en a des beaucoup moins bonnes. Est-ce que c'est à cause d'une dualité de système ou c'est peut-être parce qu'on ne paie pas assez bien nos enseignants aussi? Il faut regarder l'ensemble des critères. Ça peut être d'autres critères aussi, c'est peut-être pas ça du tout. Il faut voir l'ensemble des critères qui peuvent mener à une critique du système de l'éducation actuelle. Tout à fait. Oui. Juste un peu pour poursuivre cette réflexion-là. Supposons qu'on veuille admettre l'assurance privée supplémentaire. Supposons en plus qu'on veut admettre la prise en charge des médicaments hors milieu hospitalier.
La question que j'aimerais vous poser, c'est institutionnellement, qu'est-ce qu'il nous faudra? Est-ce qu'il nous faudrait une conférence fédérale provinciale massive? Est-ce qu'il faudrait des débats à l'intérieur de la province en plus? Du moment qu'on parle de ces deux, c'est pas simple, c'est une histoire de longue durée. Est-ce qu'il faudrait réouvrir les ententes avec le fédéral? Moi, je suis vraiment puis en fait, je suis tout à fait à l'aise avec mon idéologie ici, puis je ne suis pas du tout en faveur d'une intervention du fédéral dans nos champs de compétences. Je l'aime bien, le fédéral, quand il travaille dans ce qu'ils ont à faire, là, puis quand il nous donne l'argent. Mais pour la santé, je me dis, essayons au moins de gérer nos affaires d'abord et avant tout. Si ça ne fonctionne pas, oui, avec le fédéral, mais je pense qu'on peut, à l'intérieur de nos champs de compétences, essayer de faire en sorte d'améliorer la situation au niveau de notre système de santé. Sauf que, parce que le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec Mélanie aussi, puis je suis même pas une fervente nationaliste par rapport à ça. Non, je sais. Oui. Sauf que le problème avec ça, c'est que si on ne va pas au fédéral, c'est parce que le fédéral, comme là, ils essaient de dire, d'ajouter des conditions, de dire, on va vous donner des enveloppes, mais dédiées, par exemple, aux soins à domicile, puis l'autre, c'est quoi déjà? Santé mentale, voilà. Puis là, les provinces s'insurgent de ça, parce qu'ils veulent, justement, ils n'acceptent pas, notamment Barrette, qui tout à coup devient extrêmement nationaliste. Bon, là-dessus, c'est correct aussi, sauf que de l'autre côté, on ne fait rien. Tu sais, je veux dire, c'est ça le problème, c'est que c'est comme s'il faut les cordons de la bourse du fédéral pour nous orienter maintenant. C'est ça qui n'est pas drôle. Parce que sinon, on ne le fait pas parce qu'on se dit, c'est pas dans la loi canadienne sur la santé, donc on n'est pas obligé, on va avoir les sous. Tu sais, c'est un discours de sourd, cette histoire-là. Puis moi, alors que les soins à domicile, on y est, là, on est là-dedans. Là. Il faudrait que ce soit, comme on n'est pas obligé, on ne le fait pas. Mais juridiquement parlant, c'est entre nous qu'on devrait le faire. Moi, je suis entièrement d'accord, mais c'est bien beau de dire, moi, je ne veux pas le fédéral impose des conditions, mais d'un autre côté, je ne suis pas prêt non plus à changer. Non, mais je pense qu'il faut qu'on ait une bonne gestion. En fait, ce que Trudeau disait, c'est que la raison pour laquelle il n'était pas favorable à une augmentation des transferts fédéraux, c'était parce qu'il nous avait donné tant d'argent, puis qu'il n'avait pas vu du tout ça être investi dans notre système. Puis ça, je trouve que c'est anormal, effectivement. Puis c'est drôle parce que ce débat-là, provincial, fédéral, ça me fait penser au débat aussi avec les Premières Nations, avec notre projet sur la santé, qui veulent tellement avoir des enveloppes budgétaires puis qu'on ne leur impose pas de conditions. Puis on est vraiment dans un même genre de débat. Puis l'important, c'est qu'on a, à mon avis, un devoir comme province de s'assurer de répondre aux besoins de notre population. Puis si effectivement on reçoit des fonds, qu'on ait une certaine obligation. C'est tout à fait ça, par contre. Mais je crois que la décision de savoir comment organiser notre panier de services, ça doit se faire chez nous. Dans un monde idéal, bien sûr, oui. Manifestement, ce qu'on a rapporté des temps d'attente, des 20 heures aux urgences, c'est un constat d'échec de la solution provinciale, me semble. Tout à fait. Mais toutes les provinces sont là. Tout à fait. C'est effectivement un constat d'échec. Oui. Bon, on va se laisser sur ces belles paroles. Non, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires, peut-être. Mais on vous invite, on va poursuivre la discussion dans le cadre d'un colloque plus élargi qui sera d'une durée de 2 jours que sur le sujet, qui va se tenir à Québec. 4 et 5 mai. 4 et 5 mai 2017. Donc, si vous voulez présenter, même dans le cadre de ce colloque-là, c'est vraiment un colloque qui est ouvert et c'est une belle occasion pour recueillir les positions qui pourraient être divergentes, mais pour trouver des points de convergence, en fait, parce que tant qu'on ne trouve pas de points de convergence, on va continuer à dire que ça n'a pas de sens. Puis, on ne trouvera pas de solution pour que ça change. Donc, parce que l'appel à proposition, l'appel à proposition, en fait, c'était jusqu'au 28 novembre, mais on l'extensionne un petit peu. Si on peut avoir des présentations, des propositions de qualité, on va être très heureuse. Donc, où est-ce qu'on peut voir ça? Moi, je l'avais mis sur le site d'Alliance Santé Québec, Université de Sherbrooke. En tout cas, si jamais, de toute façon, vous pouvez nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de vous en faire part. Mais merci pour Merci beaucoup. Oui, merci.